Notre invité témoin dans quelques instants viendra nous faire part de son témoignage. Mais avant qu'il me soit permis de vous communiquer le thème du jour, j'ai fait Marseille-Abidjan à pied et en autostop. Vous avez bien entendu? Marseille-Abidjan à pied et en autostop. Tom Sommer, c'est notre invité témoin. Juste avant de le recevoir, voici son portrait. Notre invité du jour se nomme Tom Sommer. C'est un Français d'origine, né en Côte d'Ivoire le 3 février 1989. C'est à l'âge de 3 ans qu'il quitte la Côte d'Ivoire pour s'installer en France avec ses parents. Photographe aguerri, avec 12 ans d'expérience et publié de nombreuses fois, son boulot de photographe n'arrête pas de le faire voyager à travers le monde. Il découvre 60 pays et États traversés, 140 000 km parcourus en moto, en 4x4 ou à pied, avec 17 morsures de crocos. Grand amoureux de la nature, il vit aujourd'hui au Costa Rica. Son attirance pour les rencontres et l'aventure l'ont souvent amené à vivre des expériences en tout genre. Mowgli, Tarzan, Summer ou encore le lézard fait Marseille-Abidjan à pied et en autostop. Il vient sur le plateau de ces midis nous expliquer en long et en large cette expérience. Avec Caroline, recevons-le. Marcheur nous rejoint, Tom Sommer. Tom Sommer qui a marché donc, de Marseille jusqu'ici et de temps en temps, il a fait des autostops. Beaucoup d'autostops aussi. Et voilà, il est là. Comment vous vous sentez dans votre peau? Là, ça va mieux. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était très difficile, j'étais fatigué. Mais là, ça va mieux. Le contraire m'aurait quand même étonné, hein, avec tout ce que vous avez fait si vous n'étiez pas fatigué. Et malgré cet état de santé, vous avez tenu à venir ici à ces midis pour rendre votre témoignage. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, Tom Sommer, il faut dire que vous êtes né en Côte d'Ivoire. Je suis né ici à Cocody, oui. À Cocody, vos parents y ont vécu, je dirais, pendant au moins 15 ans. C'est ça. Et c'est lorsque vous aviez l'âge de 3 ans qu'ils décident de partir de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, je suppose que vous n'avez pas de souvenir de la Côte d'Ivoire parce que vous étiez souvenir, encore bébé. Souvenir. Est-ce que vos parents vous parlaient de temps en temps de ce pays? Ils m'en ont parlé, ils m'ont raconté qu'on vivait sur la lagune, ils m'ont raconté certaines choses, mais on n'a pas beaucoup parlé. D'accord, vous n'avez pas beaucoup parlé. J'espère qu'ils ne sont pas partis avec de mauvais souvenirs. Non, non, ils sont partis avec de très bons souvenirs. Ma mère aimerait beaucoup revenir. Alors, revenons donc au sujet. Vous avez fait Marseille, Abidjan, à pied et en autostop. Qu'est-ce qui justifie ce périple? Je voulais redécouvrir le pays où je suis né, le découvrir parce que j'ai aucun souvenir. Et je voulais aussi essayer d'avoir la nationalité ivoirienne, si je peux y arriver à l'avoir. Et je voulais rencontrer des gens. Il y a des formalités. Hein. Il y a des formalités. Il faut pouvoir vivre ici pendant un certain moment. Il faut être marié à une Ivoirienne. Voilà, il y a une célibataire juste derrière vous. Oui. En plus. Non, et puis le but de venir ici à pied plutôt qu'en avion, c'était pour rencontrer des gens, pour découvrir un peu d'autres pays. Bon, moi, franchement, vous m'avez donné cet argument. C'est vrai, je dirais peut-être qu'il tient la route, mais lorsqu'on voyage en avion, à l'aéroport, déjà, on rencontre des gens. Dans l'avion aussi, on rencontre des gens. Mais c'est pas pareil. Moi, je veux rencontrer les locaux dans le pays où je vais. J'ai été hébergé par beaucoup de gens comment ça s'appelle, à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. J'ai été hébergé par quelqu'un que j'avais rencontré sur la route. J'ai été avec sa famille, on a passé du temps, on a gardé contact. Donc c'est ça que j'aime, c'est rencontrer les gens, les locaux pour découvrir le pays, rencontrer vraiment les gens. Et lorsque vous les rencontrez, lorsque vous marchez des kilomètres, parce que c'était pas la première fois hein, quitter Marseille pour la Côte d'Ivoire, bien avant ça, vous avez marché je suppose? J'ai fait d'autres voyages, oui, beaucoup d'autres voyages, ouais. Vous pouvez en citer quelques-uns? J'ai fait à pied, j'ai aussi fait le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et l'Équateur. Vous marchez. Vous marchez. Mais ça, c'est plus facile. Ça, c'était plus facile. D'accord. Et qu'est-ce que vous recherchez exactement? La découverte, c'est peut-être aussi un peu le dépassement de soi, mais c'est pas vraiment la raison principale. J'avais juste envie de le faire. Et du coup, je suis parti, j'ai fait ça. Racontez-nous un peu ce qui a pu bien se passer, les personnes que vous avez rencontrées, des anecdotes, tous les dangers auxquels vous étiez confrontés. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu, j'ai retrouvé un ami que je n'avais pas vu depuis 10 ans
quand j'étais à Agadir au Maroc. Je suis allé dans une ferme aux crocodiles et il était là, c'est lui qui gérait la ferme et je ne savais pas, lui il ne savait pas non plus. Il m'a reconnu mais il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ici quoi. Et c'est ça que j'aime, c'est retrouver des gens, rencontrer des gens. Après, plus loin dans le Sahara occidental, j'ai été pris en autostop par 3 jeunes qui étaient sur la route pour aller travailler à Laayoune. Et après, ils m'ont hébergé chez eux, je suis allé travailler avec eux. C'était marrant. Si vous essayez de comptabiliser, c'est combien de kilomètres à peu près à pied? Environ 400. Environ 400 kilomètres à pied. Le reste, c'est l'autostop. Ah d'accord. Oui, le douanier. Moi, je suis un peu peureux. Alors, je voudrais vous demander, avec tout ce qu'on voit dans les médias, vous trouvez 3 personnes qui voyagent, 3 jeunes gens qui voyagent. Ça ne vous inquiète pas de voyager avec eux? Non, pas du tout, au contraire. Et d'aller habiter avec eux? Moi, j'ai un peu peur. J'ai tellement peur que je n'essaierai pas ça. Mais bon, j'ai pas fait. Chacun a sa passion. Voilà, hein. chacun a sa passion. Vous, c'est le théâtre. Lui, il dira peut-être non, moi, le théâtre, je peux pas affronter la foule. Oui, peut-être. Autre chose, je voudrais abonder dans le même sens que Caroline pour dire que qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez battre des records? Non, du tout. Vous voulez découvrir des paysages, vous avez déjà dit rencontrer des personnes, mais qui vous a dit que vous arriverez à vos fins? Pardon, qui m'a dit que quoi? Que vous arriverez au but que vous cherchez? Personne ne m'a dit ça. Je suis parti et j'avais pas le choix, il fallait que j'avance, c'est tout. Vous êtes croyant? Je suis pas croyant. Ah, bon. Je vous le laisse. Je D'accord, merci. Alors, vous avez dit tout à l'heure cette sensation de se surpasser. Finalement, la photographie n'est pas votre seule passion. On se rend compte que la marche aussi est votre passion. Mais, je veux dire, finalement, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, lorsque vous marchez de Marseille en Côte d'Ivoire et que vous arrivez, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Ici, je voulais, donc comme je vous ai dit, j'espérais avoir la nationalité ivoirienne, mais je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et j'espérais aussi pouvoir apporter quelque chose au pays à mon niveau, que ce soit avec des images, que ce soit... Moi, je bosse aussi avec les crocodiles. Je sais qu'ils ont des problèmes à Yamoussoukro, qu'ils ont des problèmes ici dans la lagune. Et je voulais apporter un peu mon aide aussi. Quel est votre lien exact avec les crocodiles? Parce qu'on a entendu dans le portrait que vous avez enregistré 17 morsures de crocodiles. En tout, moi, c'était des petits. Les morsures, c'était des petits. Ah ouais. Mais ouais, là, on peut voir sur la photo, quand j'étais au Costa Rica, j'avais attrapé un croco pour un hôtel, parce que le croco était trop près de l'hôtel et il avait mangé 12 chiens. Donc, ils m'ont appelé pour l'attraper. Franchement, nous, on est un peu perdus. Je ne sais pas, c'est peut-être culturel, mais on se dit, est-ce que le monsieur, il n'est pas un peu insouciant? Insouciant, non, je dirais passionné. Passionné. Vous avez de la famille? J'ai de la famille. Femme et enfant? J'ai une copine, oui, mais j'ai pas d'enfant encore. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle me soutient, mais c'est difficile pour elle aussi. Je suis loin comme ça et elle s'inquiète beaucoup. Oui. Ok, d'un point de vue physique, donc j'imagine que marcher tous ces kilomètres, physiquement, ça doit être éprouvant. Est-ce que vous êtes tombé malade? Sinon, comment vous avez fait? Je ne suis pas tombé malade, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'eau et la nourriture. Parce que j'avais qu'un petit sac, j'avais un sac de 30 litres avec moi et mon appareil photo et j'avais pas assez d'eau sur moi, surtout dans le désert. Donc ça a été compliqué. J'ai eu des moments avec la tête qui tourne, j'étais pas bien. Mais j'ai pas été malade. Et je suis tentée de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur de votre sac à dos. Dans le sac, il y avait une trousse de secours, il y avait un duvet, il y avait 2 couvertures de survie, il y avait ma tablette et il y avait quelques t-shirts, 2 caleçons et ce pantalon et un short. Tout simplement. Lorsque vous vous retrouvez la nuit dans la brousse ou dans le désert, comment ça se passe? Vous n'avez pas peur d'être agressé? Non, je ne m'inquiète pas de ça. C'est plus la nourriture et l'eau qui était mon problème. J'allais vous demander comment vous faites manger. J'achetais de la nourriture dès que je passais dans un village. J'achetais surtout des bananes, des noix, des choses qui sont énergétiques. Et sinon, je mangeais dès que je pouvais dans un restaurant local. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont reçu chez eux, qui m'ont fait à manger aussi. Mais sinon, je prenais le plus de nourriture que je pouvais quand je passais dans un village. J'avais un sac plastique ici, là où je mettais toute ma nourriture. Et j'avais l'eau dans le sac à dos, dans mon backpack. J'avais un camelback. Et voilà, c'est tout. Et vous nous disiez au début que vous avez fait ce voyage pour les rencontres.
Alors finalement, ces rencontres que vous faites, elles vous servent à quoi? Pour moi, c'est enrichissant parce que quand on rencontre quelqu'un, on apprend toujours un petit peu, que ce soit à tous les niveaux, on apprend quelque chose. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui venaient à pied, eux, du Congo ou d'autres pays et qui allaient jusqu'en Europe. Et on a échangé et eux, ils faisaient ça presque uniquement à pied, ils faisaient ça un peu aussi en autostop. Mais eux, ils allaient pour essayer de trouver une autre vie. C'était très différent. Donc on a eu beaucoup d'échanges. Vous dites, quand je rencontre des personnes, j'apprends beaucoup. Bon, on peut avoir quand même une idée, un petit résumé de ce que vous avez appris durant ce voyage-ci, qui a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi, oui. J'ai appris que j'étais loin d'être si fou que ça, qu'il y avait plein de gens qui galéraient. Il y avait plus fou que vous. Je sais pas s'il y a plus fou que moi, mais... Il y a des gens qui vivent ces galères-là tous les jours. Et moi, j'ai juste fait ça pour un voyage. Et il y a des gens qui vivent ça tous les jours, qui trouvent pas beaucoup à manger, qui n'ont pas d'argent pour se payer à manger. Eux, ils sont dans la galère tout le temps. Et moi, j'étais juste finalement un touriste, en fait. Même si j'ai pas voyagé en bus ou en avion, mais j'étais qu'un touriste. Et eux, ils vivent ça tous les jours. Donc, ça fait relativiser. Et alors, je sais que là, vous n'êtes pas encore à la fin de votre séjour, mais vous comptez repartir à pied? Non. Là, je repars en avion et après, je reviendrai. J'ai des choses à régler en France d'abord. D'accord, ok. Mais je veux savoir, avant votre premier autostop, vous avez parcouru combien de kilomètres à pied d'abord? C'était aléatoire. C'était pas je faisais que de l'autostop ou que de la marche. Je marchais entre 15 et 30 km par jour et le reste, c'était de l'autostop. Donc, il y a des endroits où j'ai fait d'autostop, des endroits où j'ai marché. C'était vraiment aléatoire. Quand on dit c'est pour rencontrer les gens, je veux dire, vous n'avez rien à faire. Le prophète m'a dit, vous n'avez rien à faire. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux que ça pour rencontrer l'homme marché? Mais c'est bien parce que quand on marche, on dépend des gens. Quand on est à pied tout seul, on dépend des gens qui peuvent nous prendre en stop, les gens qui peuvent nous héberger, les gens qui peuvent nous aider. Et ça permet de rencontrer. Si je voyage en voiture, je fais que rouler. Je m'arrête quand j'ai envie, mais... Moi, je peux vous poser une question. Vous avez eu des difficultés? Oui, mais je vous ai dit principalement avec l'eau et la nourriture. Ça, non, mais je veux dire avec la nature. Avec la nature. Histoire de rencontrer avec la nature, un animal mais j'ai assez... eu des difficultés à la frontière en Mauritanie et j'ai eu des difficultés quasiment dans tout le Mali. Non, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Vous n'avez pas vu un animal dangereux, quelqu'un qui soit dangereux. Vous dormez, c'est ce que vous avez dit, vous dormez dans la forêt, dans la brousse, partout. Vous n'avez jamais été confronté à ce genre de... Non, je ne suis pas inquiet avec les animaux, c'est pas mon souci. Est-ce que vous n'avez pas été une charge pour ceux que vous accueillez? Parce que vous dites, vous allez rencontrer des gens, vous voulez vous rendre compte un peu de leur situation. Mais vous arrivez, c'est quelqu'un qui mange 1 kilo de riz par jour. Quand vous venez, ça fait 2 kilos. Est-ce que vous n'êtes pas là à appauvrir les gens encore? Mais ça aussi, c'était très étonnant de voir que justement, les gens qui ont le moins de choses sont souvent ceux qui donnent le plus. Et ça, c'était assez touchant. Ah, c'est l'hospitalité. Moi, toujours, j'étais là, je leur disais que j'allais payer pour la nourriture, que j'allais les aider, même si j'avais pas beaucoup de sous moi-même. Mais ils refusaient systématiquement. Et je me faisais vraiment, ça se passait mal si j'insistais. Ils me disaient non, tu es chez moi ici. Non, c'est nous quand on va vous déposer pour vous pâter. Donc, on a Vous avez forcément traversé des frontières. Vous n'avez pas été confronté à des difficultés de papier? En Mauritanie, j'ai eu un problème. Donc, il y a un no man's land entre le Sahara occidental et la Mauritanie qui est sur 7 km à peu près. Donc, j'ai dû traverser ça donc, à pied, en plein soleil. Quand je suis arrivé en Mauritanie, on m'a dit qu'il fallait un visa. Et je ne pouvais pas faire le visa parce que je n'avais pas d'argent sur moi, j'avais rien du tout. Donc, je suis reparti à pied à travers le no man's land. Je suis re-rentré au Maroc, au Sahara. Et je me suis débrouillé pour faire un Western Union. Et ensuite, je suis retourné en Mauritanie. Et là, ils m'ont un peu embêté jusqu'au bout. Et finalement, c'est passé. Et j'ai eu d'autres problèmes au Mali. Pareil pour le visa. Ils voulaient que je retourne jusqu'à Dakar pour faire le visa. Et c'était impossible pour moi. J'étais à pied. Si j'avais eu une voiture, peut-être. Mais j'étais à pied. C'était pas possible de refaire 700 km dans l'autre sens juste pour faire mon visa. Donc, je suis reparti un peu en arrière. J'ai sauté dans un camion.
Je me suis caché sous une couette et j'ai traversé comme ça. Mais je pense qu'ils ont quand même bien fait, parce que si c'était un Africain dans l'autre sens, on va dire que c'est un clandestin. Voilà. Mais j'étais clandestin, il n'y a pas d'autre nom, hein, j'étais clandestin. Et qu'est-ce qu'on fait aux clandestins ici en Côte d'Ivoire? On est tout simplement hospitaliers, on les accueille. Voilà, en tout cas, bravo, hein, bravo pour ce courage. Je suppose que vous n'avez plus forcément la même façon de voir la vie après avoir parcouru tous ces kilomètres. Qu'est-ce que vous dites? J'ai toujours été habitué au voyage, depuis que j'ai 7 ans. Certes, mais c'est la plus longue distance en fait. À pied, oui. Oui. À pied, oui. Et la question, c'était quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça m'a changé? Oui, qu'est-ce que ça a changé en vous? Encore une fois, j'étais habitué au voyage, donc c'était pas une nouveauté, mais je me suis rendu compte que c'était plus difficile que ce que je pensais. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de plus que ce que je pensais aussi. Moi, je me mets un peu dans la peau du téléspectateur et j'entends quelqu'un qui dit est-ce que ce gars-là, c'est pas un espion? On m'a posé cette question aux frontières déjà. Ah. Parce qu'il me... Il comprenait pas pourquoi j'étais à pied. Il me demandait toujours où est ton véhicule. Je disais mais j'ai pas de véhicule. Ton vélo, ta moto? Non, j'ai rien. Tu es à pied. Tu es un espion. D'accord. En tout cas, Tom Sommer, merci d'être là sur le plateau de C'est Midi. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Tom Sommer. Eh bien, c'est un Français. Il est né en Côte d'Ivoire. À l'âge de 3 ans, ses parents quittent la Côte d'Ivoire. 27 ans après, il décide d'y revenir, pas en avion. Cette fois-ci, il arrive à pied et en autostop. Voilà, Tom Sommer est avec nous. Alors, vous qui êtes entré dans ce pays de façon clandestine, on aimerait bien savoir si vous êtes en train de remplir les formalités pour être en règle. Je suis en règle, mais je suis arrivé sans visa à la frontière de Pogo. Et il y a un ami qui m'a énormément aidé et qui a passé des coups de fil et qui m'a obtenu un visa directement d'Abidjan, un visa d'urgence. D'accord. Donc je suis en règle, mais c'est grâce à cet ami. D'accord, c'est bon, il faut que vous soyez en règle. Oui, bien sûr. Alors, maintenant que vous êtes là à Abidjan, est-ce que vous avez un programme? Le programme, c'est des projets avec cet ami, parce qu'on est devenus très proches. Et lui, il a une ONG qui s'appelle Éléphant Rouge aussi. Et il apporte de l'aide humanitaire, des dons, il construit des écoles. Et on s'est rencontrés parce qu'il avait un projet de voyage qui s'appelle De Gaou, et il devait remonter, lui, en sens inverse de moi. Bon, lui, il devait le faire en voiture, mais on s'est rencontrés comme ça, il m'a contacté. Et grâce à lui, donc, il a appelé des coups de fil. Je suis passé en Côte d'Ivoire, et maintenant, on a des projets, on aimerait réaliser un parc à crocodiles, ici en Côte d'Ivoire. Encore cette histoire de crocodile, c'est bien. Jess? Chacun ses passions. C'est clair. Mais justement, vous avez fait tout ce chemin-là pour découvrir la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était comme vous l'imaginiez ou encore mieux? C'était pas comme je l'imaginais. Du coup, vous l'imaginez comment? Je l'imaginais très proche du Costa Rica, parce que étant à peu près sur la même ligne au-dessus de l'équateur, je l'imaginais vraiment luxuriant, avec plein d'animaux, etc. Et de ce côté-là, j'ai été un petit peu déçu, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plus beaucoup d'éléphants, que c'était assez pollué, etc. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment été surpris, agréablement surpris de l'hospitalité des gens et de la positivité des gens ici. J'espère que vous n'êtes pas resté seulement à Abidjan, parce qu'à l'intérieur du pays, il y a des choses à voir. Non, je ne suis pas resté seulement à Abidjan. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup visiter encore, je vais revenir. Je vais revenir. Là, pour l'instant, je suis venu ici juste pour finir mon voyage. Là, je dois rentrer en France pour régler des problèmes. Et après, je reviens ici pour visiter correctement. Voilà. Vous revenez à pied encore? Pardon. Je veux savoir si vous revenez à pied. Vous revenez à pied? Non, je ne reviendrai pas à pied. Merci alors.